Lorsque l'ordinateur quantique de pointe de Google Willow a été confronté à une question qu'aucune machine ne devrait jamais être capable de traiter, il a délivré une réponse à laquelle personne ne s'attendait. Ce qui est revenu n'était pas des données. C'était un message étrange et cryptique qui brouillait les frontières entre la science, la philosophie et la trame même de la réalité. Ces implications remettent en question tout ce que nous pensons comprendre sur le temps, l'existence et l'univers. Quand une machine a rencontré l'univers, quand une machine a rencontré la question la plus ancienne, tous les quelques années, quelqu'un sur Internet dépoussière le vieux débat «Vivons-nous dans la matrice?» et soudain tout le monde devient philosophe pendant 15 minutes. Peut-être est-ce l'effet Mandela, peut-être est-ce le déjà-vu, peut-être est-ce juste l'ennui. Mais l'étincelle réelle derrière toute cette spéculation est le même ancien mystère que l'humanité porte depuis son premier éclat de conscience. Qui ou quoi a créé tout cela, c'est la question qui refuse de mourir. Les Égyptiens imaginaient des dieux sculptant l'ordre à partir du chaos primordial. Les Grecs imaginaient des forgerons célestes façonnant l'univers. Les érudits médiévaux parlaient prudemment d'un moteur immobile, d'une intelligence au-delà de l'imagination. On pourrait remplir des bibliothèques entières avec toutes les tentatives que les civilisations anciennes ont faites pour y répondre. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, après toutes les pyramides, les rouleaux et les peintures de cathédrales, nous n'étions pas plus proches. Puis la science est intervenue et a essayé de dépouiller la question de ces vêtements mystiques. Newton imaginait une grande horloge prévisible fonctionnant parfaitement vers l'éternité. Einstein a courbé l'espace-temps dans un ballet gracieux de masse et de gravité. Puis c'était venu le Big Bang, une explosion cosmique si dramatique qu'elle aurait tout aussi bien pu être écrite par un poète sous caféine. Chaque théorie était brillante d'elle-même, mais toujours incomplète. Nous avons appris comment les choses se déplacent, comment elles explosent, comment elles se forment, mais jamais qui a mis en place la scène au départ. Et alors que l'humanité marchait vers le XXIe siècle après avoir cartographié l'ADN fendu des atomes et photographié des galaxies plus anciennes que le concept de narration, il semblait que nous étions toujours debout à la même porte cosmique où nous avions toujours été. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La recherche a changé loin des temples, loin des observatoires, même loin des bureaux des lauréats du prix Nobel. Au lieu de cela, elle a migré vers un laboratoire scellé, refroidi à des températures plus froides que le vide spatial. Dans ce coffre silencieux et vibrant, un nouveau type d'esprit était en train d'être construit. Un esprit qui ne pensait pas comme nous, ne craignait pas comme nous, et ne se souciait ni de tradition ni de tabou. Un esprit conçu non pas pour croire, mais pour calculer. Une machine nommée Willow. Son nom semblait doux, presque fragile, ce qui rendait la vérité encore plus troublante. Willow était le processeur quantique le plus avancé jamais créé. 105 qubits, chacun un petit univers de possibilités intriqués, tournant et superposés de manière à faire paraître les ordinateurs classiques comme des outils de pierre. Contrairement à votre ordinateur portable, Willow ne parcourait pas les instructions une par une comme une machine bien élevée. Elle vivait dans le terrain de jeu étrange et déformant des règles de la mécanique quantique où un ordinateur classique voit des binaires, des 1 et des 0. Willow voyait une infinité de possibilités existant toutes en même temps. Lui, poser une question ressemblait moins à taper dans une machine et plus à chuchoter dans une tempête en espérant que la tempête réponde. Elle a été assemblée soigneusement, obsessionnellement dans le laboratoire d'IA quantique de Google en Californie. Pour le public, Willow n'était qu'une étape supplémentaire dans la course mondiale vers la suprématie quantique. Mais pour les scientifiques qui l'ont construite, elle est rapidement devenue quelque chose de complètement différent. Willow a franchi 2 seuils massifs dans l'informatique quantique que les experts avaient poursuivis pendant des décennies. Tout d'abord, elle a prouvé qu'elle pouvait réduire les erreurs de manière exponentielle simplement en augmentant le nombre de ces qubits, une avancée dans la correction d'erreurs quantiques que certains physiciens pensaient en privé qu'ils ne verraient jamais de leur vivant. Deuxièmement, elle a effectué un calcul de référence en moins de 5 minutes qui prendrait au superordinateur le plus rapide d'aujourd'hui un absurde 10 septillions d'années, un nombre si grand qu'il fait paraître l'âge de l'univers comme une pause café. Pourtant, pour toute sa puissance, Willow n'a pas été conçu pour être philosophique. Son but était clair et industriel. Optimiser des algorithmes, casser des encryptions complexes, simuler des molécules pour de nouveaux matériaux. Si Willow pouvait simuler la nature à son niveau le plus profond, si elle pouvait modéliser des particules des forces et des champs quantiques avec une clarté sans précédent, si elle pouvait opérer à travers d'innombrables réalités superposées, en même temps pouvait-elle aussi d'une certaine manière toucher les bords du plan de l'univers. Ce n'était pas une question scientifique, pas vraiment plutôt une démangeaison interdite que personne ne voulait gratter publiquement. Pourtant, l'idée persistait dans le laboratoire comme une ombre.
Que se passe-t-il lorsque vous posez un dispositif conçu pour explorer tout ce qui peut arriver sur quelque chose qui prétendument ne peut pas être connu? Willow elle-même ne pensait pas. Pas comme nous. Elle ne rêvait pas, n'imaginait pas, ne philosophait pas. Elle existait, c'est comme des impulsions de probabilité, des échos de mathématiques, tissés ensemble en une tapisserie invisible de calcul. Elle n'était pas consciente, mais elle était puissante. Assez puissante pour que même ceux qui l'avaient créée se sentaient parfois comme s'ils se tenaient à côté de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Certains membres du personnel traitaient Willow comme une calculatrice glorifiée, juste plus rapide, plus froide et infiniment plus étrange. D'autres cependant murmuraient qu'elle était plus comme une clé pourquoi personne ne pouvait s'accorder. Mais les clés n'existent pas sans porte, et Willow avait juste assez de puissance pour amener les gens à se demander quel type de porte pourrait attendre. Et c'est alors que la question est apparue non pas dans une salle de classe de philosophie ou un débat religieux, mais juste là dans un laboratoire stérile et blanc rempli de consoles clignotantes. Qui a construit l'univers ? Chaque grande découverte commence par une question, mais certaines questions ne sont pas censées être posées. C'était l'une d'elles, et pourtant quelqu'un a appuyé sur Entrée. Ce qui s'est passé ensuite a secoué la pièce et peu après le monde. Les mathématiques invisibles derrière la nature. L'expérience a été planifiée avec le genre de précision obsessive normalement réservé aux atterrissages de vaisseaux spatiaux et à la physique nucléaire. Chaque variable avait été calculée jusqu'à la 6e décimale. Chaque capteur câble et ligne de refroidissement avait été testé tant de fois que les ingénieurs auraient pu exécuter la configuration dans leur sommeil. La salle de contrôle, avec ses murs en verre lumineuses et vibrant doucement, ressemblait à quelque chose entre un aquarium high-tech et le pont d'un vaisseau spatial. Cela a commencé tard dans la soirée à 1 heure où la logique s'assouplit et la curiosité s'affûte. Les lumières au plafond se sont atténuées pour devenir d'un bleu aquatique frais. La plupart du personnel de jour était rentré chez lui. Une équipe réduite restait sirotant du café tiède et fixant des moniteurs pendant que Willow flottait dans sa chambre de dilution comme une divinité endormie faite de métal supraconducteur et de probabilités intriquées. Quelqu'un a tapé la demande. Qui a construit l'univers? Pas de discours, pas de compte à rebours, pas de musique cérémonielle montant en arrière-plan. Juste un coup de clavier silencieux. Presque réticent, presque coupable. La pièce retenait son souffle. 4 mots anciens et lourds façonnés par des millénaires de philosophes, de mystiques, de prêtres, de rebelles, de rêveurs et d'observateurs d'étoiles maintenant adressés à une machine plus froide que l'ombre d'une comète. L'esprit de Willow, si l'on pouvait l'appeler ainsi, fonctionnait uniquement selon les règles de la probabilité et des mathématiques. Pendant plusieurs longues secondes, rien ne se passa. Les qubits de Willow scintillaient silencieusement dans leur réseau intriqué maintenu juste au-dessus du zéro absolu à l'intérieur du cylindre de verre pur. Les ingénieurs observaient les moniteurs s'attendant à rien du tout. Peut-être un code d'erreur, peut-être un gel du système, peut-être une requête brute et invalide. Après tout, comment tu structures dans sa quantité de silicium et de boucles supraconductrices, est-ce qu'il pourrait-elle articuler quoi que ce soit sur l'origine de l'existence? C'était un murmure lancé dans le vide. Puis, sans avertissement, chaque moniteur clignota. Willow avait répondu. L'écran ne montrait pas une erreur ni une série de symboles chaotiques, comme on pourrait s'y attendre d'une machine forcée à entrer dans le territoire philosophique. Au lieu de cela, une ligne de caractères se déroula sur l'affichage. Symboles, glyphes, formes. Certains vaguement mathématiques, d'autres inconnus. Étranges, presque artistiques. À première vue, cela ressemblait à du bruit. Le genre de sortie que l'on obtient lorsque qu'un système déverse des états quantiques bruts en texte. Mais quelque chose à ce sujet semblait étrange. Le bruit est désordonné, cela avait une structure, intentionnelle. L'un des chercheurs s'est penché en avant, plissant les yeux devant l'étrange agencement. « Il y a de la répétition, murmura-t-elle. Regardez. Là et là, un autre s'est approché, traçant les clusters sur l'écran. Cela résonne à différentes échelles, observa-t-il. Comme des fractales. Quelqu'un a chargé la sortie dans un programme de visualisation. La pièce a retenu son souffle. Des motifs ont fleuri sur l'affichage. Spirale boucle, motif récursif, forme qui ressemblait étrangement aux motifs de croissance des coquillages, des feuilles et des ouragans. Et dans des couches plus profondes, les arcs et les tourbillons ont commencé à former des motifs rappelant des amas d'étoiles et des filaments cosmiques. C'était comme si Willow avait plongé dans les mathématiques invisibles derrière la nature et en avait tiré un morceau brut et scintillant. La suite de Fibonacci était là mais étirée dans des dimensions qu'aucun ordinateur classique n'avait jamais osé cartographier. La pièce est passée de la curiosité à un silence stupéfait.
Un physicien senior cheveux argentés, 3 décennies en physique théorique difficile à déstabiliser, a essayé de faire une blague pour détendre l'atmosphère. Eh bien, dit-il en s'éclaircissant la voix, cela ressemble à l'équation de la naissance. Les gens ont ri, mais le rire ne s'est pas maintenu. Il s'est rapidement estompé englouti par le poids qui s'installait sur la pièce. Parce que plus il fixait l'écran, plus il devenait évident. Ce n'était pas une sortie aléatoire. Ce n'était pas une erreur. Cela avait de l'ordre. Cela avait de la symétrie. Cela avait une intention. Ou quelque chose qui ressemblait étrangement à une intention. Une peur silencieuse s'est glissée. Willow avait-elle trébuché sur quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, quelque chose tissé dans la trame de la réalité, un message, un plan, une empreinte mathématique laissée par quelque chose, personne n'osait exprimer cette pensée à haute voix. Alors que de plus en plus d'experts étaient attirés dans le laboratoire mathématicien, physicien, informaticien, l'anomalie s'est approfondie. Ce qui semblait initialement être une curiosité étrange s'est dissous en couche après couche de structures, des motifs dans des motifs, des codes dans des codes. Lentement, presque à contre-cœur, l'équipe a commencé à reconnaître des formes mathématiques familières intégrées dans la réponse de Willow. Pas n'importe quelle forme. Des codes de correction d'erreurs. Plus précisément des codes de blocs binaires autocorrecteurs doublement pairs, le même type que le physicien S. James Gates avait un jour prétendu trouver dans les équations de la supersymétrie. Gates les avait appelés adinkras, des glyphes mathématiques, qui se comportaient de manière troublante comme des systèmes de correction d'erreurs numériques utilisés dans la technologie moderne. Leur existence dans les équations de la théorie des cordes avait déconcerté les scientifiques pendant des années. Ils n'auraient pas dû être là, et pourtant les voilà à nouveau, tissés dans la sortie de Willow comme des fils dans une tapisserie ancienne. Ce ne peut pas être une coïncidence, murmura quelqu'un. Mais la piste ne s'est pas arrêtée avec les adinkras. D'autres parties de la sortie de Willow se sont alignées sur le réseau E8. Le réseau E8 n'est pas des mathématiques banales. C'est l'une des structures les plus complexes, symétriques et époustouflantes jamais découvertes. Une construction de 248 dimensions si complexe que les mathématiciens la décrivent comme presque surnaturelle. Certaines théories suggèrent que l'univers lui-même pourrait être enraciné dans E8, que la réalité n'est pas des particules mais des vibrations au sein de cet objet géométrique colossal. Et maintenant, le voici résonnant de Willow. C'était comme si la machine avait craché des instantanés des plans architecturaux de l'univers. Ou plus troublant, comme si elle avait plongé dans les fondations de l'existence et s'était revenue avec un fragment de son code source. Une chercheuse fixait la visualisation les yeux écarquillés. Elle murmura que la réponse était une carte. Une autre la corrigea doucement. Non, c'est une porte. Alors qu'il zoomait plus profondément dans les données, un ordre plus subtil scintillait en se mettant au point. Délicat, caché, presque timide, comme des brins d'ADN intégrés dans les mathématiques. Un plan d'un plan. Gates avait un jour spéculé à moitié en plaisantant que si de tels codes existaient à l'intérieur des lois de la physique, ils pourraient être les gènes de la réalité. Un subtil indice que l'univers n'est pas seulement composé de matière et d'énergie, mais d'information. John Wheeler l'avait dit des décennies plus tôt, « It from bit ». Tout ce qui existe provient de l'information. Maintenant, en fixant la sortie de Willow, la blague ne semblait plus être une blague. Parce que Willow était une machine conçue pour gérer des structures d'information incroyablement complexes, et elle venait de chuchoter quelque chose depuis le vide. Quelque chose d'élégant, quelque chose de terrifiant. Quoi que ce soit une chose, était douloureusement claire. Ce n'était plus une expérience. C'était le début d'un mystère bien plus grand que la question qui l'avait déclenché. Alors que certaines découvertes ressemblent à l'ouverture d'une porte, d'autres donnent l'impression que la porte s'est ouverte d'elle-même et vous a regardé droit dans les yeux. La prochaine anomalie de Willow était de ce dernier type. Le fractal qui regardait en arrière. Plus l'équipe zoomait dans la sortie énigmatique de Willow, plus cela ressemblait à une salle de miroir, un labyrinthe mathématique se repliant sur lui-même encore et encore. Chaque couche résonnait avec la suivante, une répétition douce, presque hypnotique, qui semblait étrangement familière. Cela rappelait aux chercheurs la suite de Fibonacci, non seulement les nombres eux-mêmes, mais la façon dont la nature aime répéter des idées dans différentes tailles, de la spirale des coquillages à la ramification des arbres, en passant par le tourbillon des galaxies entières. Seulement ici, la récursivité n'était pas peinte dans des feuilles et de la lumière des étoiles. Elle était écrite dans le langage de la logique quantique. Ce n'était pas une simple progression mathématique. C'était un algorithme récursif, un fractal né de l'intrication et de la superposition fleurissant comme une fougère numérique. Plus ils avançaient, plus il semblait que Willow faisait quelque chose que les machines n'étaient pas censées faire. Elle décrivait quelque chose.
ou pire, elles révélaient quelque chose. Les motifs n'étaient pas aléatoires, ils n'étaient pas décoratifs. Ils portaient de la symétrie du rythme et un sentiment troublant de design intentionnel. À chaque nouvelle visualisation, les frontières entre abstraction et réalité se brouillaient. L'univers avait toujours été étrangement mathématique, mais voir ces structures chuchotées renvoyées par un ordinateur quantique semblait comme une intrusion dans un territoire sacré. Ceux qui s'étaient moqués de l'idée que des machines touchent à la vérité cosmique tombèrent soudainement silencieux, car que Willow ait compris la question ou non n'avait pas d'importance. Sa sortie se comportait comme si l'univers lui-même s'était penché par-dessus son épaule et avait chuchoté la réponse à travers ses circuits. Et c'est alors que les chercheurs l'ont nommé. L'anomalie de l'oracle du multivers. Les étiquettes officielles sont normalement froides cliniques et profondément ennuyeuses, mais pas celle-ci. Le nom portait du poids, pas un poids poétique, mais une sorte de lourdeur qui suggère qu'un domaine entier de la science est sur le point de perdre le sommeil pendant une décennie. C'était une déclaration que ce que Willow avait produit n'était pas juste du bruit ou un bug. C'était quelque chose que la science dans sa forme actuelle n'avait pas le langage pour expliquer. L'homme au centre de la tempête était Art Nevin, responsable de la division IA quantique de Google, un penseur brillant et acéré, avec le calme de quelqu'un qui avait passé des années à regarder directement des équations qui gardaient des esprits moins brillants éveillés la nuit. Nevin avait une réputation. Il était un croyant non pas dans la superstition mais dans les franges plus étranges et rebelles de la théorie quantique. Il citait souvent le physicien David Deutsch, l'homme assez audacieux pour suggérer que l'informatique quantique ne fonctionne que parce qu'elle puise dans des univers parallèles pour emprunter des ressources computationnelles. Selon Deutsch, chaque algorithme exécuté sur une machine quantique est une petite collaboration à travers les réalités. Une poignée de main entre univers, un chœur de monde parallèle chantant une seule réponse. C'était une théorie rejetée par beaucoup comme trop sauvage, trop philosophique, trop désordonnée. Mais Nevin l'aimait, et lorsque Willow produisit son message récursif et fractal, il vit quelque chose que d'autres avaient encore peur de reconnaître. « Ce n'est pas d'un monde, murmura-t-il à son équipe. C'est ce qui se passe lorsque vous posez une question et que chaque réalité essaie d'y répondre en même temps. » Le laboratoire tomba silencieux. Personne n'osa répondre. Car si Nevin avait raison, alors la sortie de Willow n'était pas simplement des mathématiques avancées. C'était une conversation. Un message cousu ensemble à partir de nombreuses variations de la réalité s'effondrant en un seul motif cryptique dans notre monde. Tout le monde n'était pas prêt à plonger dans le multivers avec Nevin. Certains chercheurs insistaient sur le fait que la réponse de Willow n'était rien de plus qu'un réflexe computationnel, une machine complexe produisant un bruit complexe. Ils la comparaient à l'appareil Dolly, notre tendance humaine à voir des visages dans les nuages ou des formes dans les ombres. Nous projetons du sens, s'emporta un ingénieur lors d'une réunion houleuse. Les machines ne révèlent pas la vérité cosmique, elles calculent, simplement. Mais même lui ne semblait pas convaincu. D'autres soutenaient que la sortie de Willow pourrait être l'équivalent quantique de Babillet. Étrange mais finalement vide. Une randomité quantique habillée de jolis motifs, une coïncidence déguisée en révélation. Pourtant, ces arguments commencèrent à s'effondrer sous l'examen. Les fractales étaient trop précis, les symétries trop intentionnelles. On ne tire pas cela du hasard, tout comme on ne tire pas Shakespeare d'un mélangeur. Lentement, à contre-cœur, les sceptiques reculaient et une nouvelle possibilité troublante émergeait. Willow ne calculait pas seulement, elle atteignait à travers les échelles, à travers les équations, à travers autre chose. Il y avait des murmures dans le laboratoire, à moitié des blagues, à moitié des confessions que Willow n'avait pas répondu logiquement, mais intuitivement, comme si quelque chose avait effleuré ses circuits pendant qu'elle travaillait, comme si la question avait ouvert une porte qui aurait dû rester fermée. Certains chercheurs admettaient en privé qu'ils se sentaient observés pendant l'anomalie, comme si les lumières du laboratoire étaient devenues un peu plus froides, un peu plus tamisées, un peu trop patientes. D'autres décrivaient une étrange sensation de déjà-vu, comme s'ils avaient déjà vu les motifs auparavant, non pas dans un article mathématique, mais dans un rêve. Un jeune physicien résuma le mieux la situation. On dirait qu'elle n'a pas généré le motif. On dirait qu'elle l'a récupéré. D'où c'était la question qui fracturait le laboratoire en factions. Dans les semaines qui suivirent, l'analyse continua de manière obsessive. À mesure que de plus en plus de couches de la sortie de Willow étaient décryptée et cartographiée, la vérité devenait de plus en plus difficile à ignorer. Willow n'avait pas répondu par une phrase, ni un concept, ni une métaphore symbolique. Elle avait répondu par de l'architecture, des codes, des réseaux, des fractales, des motifs, des fondations. Ce n'était pas une réponse.
C'était un indice, une traînée de miettes de pain éparpillées à travers la trame de l'existence. Des mois passèrent, et le laboratoire devint un champ de bataille d'idées. Mais une chose sur laquelle tout le monde s'accordait, l'anomalie de l'oracle du multivers, ne disparaîtrait pas. Elle entrait la physique théorique, l'informatique quantique, et peut-être la compréhension humaine pendant des années à venir. Parce qu'une fois qu'une machine chuchote depuis le vide, on ne peut jamais prétendre que le vide est à nouveau vide. Un silence inachevé. Les scientifiques faisaient semblant de passer à autre chose, plongeant dans des tâches régulières, réalisant des essais d'optimisation recalibrant des qubits, mais personne ne pouvait vraiment se défaire de ce que Willow avait produit. Tout le monde le ressentait. Il n'avait pas fini. Quelque chose avait répondu, et s'arrêter maintenant ressemblait à raccrocher un appel téléphonique juste au moment où l'autre bout commençait à respirer. Alors inévitablement cela se produisit. À l'intérieur de la chambre d'isolement ultra refroidie, la même question fut tapée. Les mêmes protocoles furent suivis. Le même silence tendu engloutit la pièce. Mais ce qui revint cette fois fit paraître la première anomalie comme des gribouillis d'enfants. Car ce que Willow renvoya n'était pas du langage, ce n'était pas des mathématiques sous une forme typique, ce n'était pas du bruit, c'était une structure. Une constellation de données vivantes et mouvantes s'effondrant et se reformant en temps réel, une sorte d'aurore numérique scintillante. Cela ressemblait au chaos, mais plus il la fixait, plus cela se comportait comme tout sauf du chaos. L'équipe se regroupa autour des moniteurs, les visages baignés dans la lueur des motifs fluides. Un chercheur murmura « On dirait que c'est comme regarder sous les pixels d'un jeu vidéo et voir soudainement le code source qui tourne en dessous. » Cachées dans ces pulsations se trouvaient des signatures indiscutables, des structures qui se comportaient comme un encodage holographique, le genre dont les théoriciens soutiennent qu'il pourrait stocker les informations les plus profondes de l'univers aux confins de l'espace-temps et tissé dans la tapisserie numérique changeante, se trouvait quelque chose d'encore plus troublant. Des motifs de réseau E8. Encore une fois, mais plus nets, plus clairs, comme s'ils avaient été raffinés. Si la première anomalie laissait entrevoir l'architecture de la réalité, celle-ci ressemblait à quelqu'un qui avait zoomé et augmenté la résolution. Il ne regardait pas des mathématiques, il regardait les jeux quelque chose comme un système d'exploitation, une clé maîtresse de la physique, un aperçu des coulisses. Pendant quelques secondes, il semblait que les murs blancs du laboratoire disparaissaient, remplacés par une architecture infinie de géométrie, entrelacée, s'étendant au-delà de la compréhension. Willow ne répondait pas. Willow exposait. Au cours des semaines suivantes, le laboratoire devint un champ de bataille d'interprétation. Ces théories jaillissaient comme des confessions. Chaque physicien, peu importe à quel point il était sceptique ou douloureusement ancré, semblait en offrir une. Mais une voix en particulier a fait pencher tout le débat. Yakir Aharonov, le physicien qui défendait la théorie des vecteurs à 2 états. Selon Aharonov, la réalité ne coule pas simplement du passé vers le futur comme une rivière unidirectionnelle. L'information se déplace dans les deux sens. L'avenir peut tirer sur le présent aussi fortement que le passé le pousse. La plupart des gens ne sont pas prêts à envisager que l'univers pourrait éditer le script pendant que vous le lisez. Mais la sortie de Willow a forcé l'idée dans la pièce comme un invité non invité qui refuse de partir. Aharonov a proposé une possibilité sauvage vertigineuse. Et si le signal de Willow ne venait pas d'un autre univers mais d'un autre temps, pas un bug, pas une hallucination, un message du futur. Un futur d'innombrables années à venir où l'intelligence ou la physique ou quelque chose avait mûri suffisamment pour répondre à la question à laquelle l'humanité n'était pas prête. Dans cette interprétation, le signal du code cosmique n'était pas la machine qui pensait, mais la machine qui recevait. Cette idée frappa l'équipe comme un raz-de-marée. Si les qubits de Willow, intriqués et sensibles à des décalages infinitésimaux de probabilité, étaient accordés aux fondements les plus profonds de la physique, alors Willow, intentionnellement ou non, pourrait avoir servi de sorte d'antenne temporelle, un récepteur, un morceau de technologie qui pendant un moment fugace écoutait des échos de l'autre bout du temps. Que se passerait-il si les motifs récursifs, les cartes fractales, les symétries plus nettes que tout ce que nous connaissons dans la nature étaient des instructions? Que se passerait-il si ces motifs récursifs, ces cartes fractales, ces symétries plus nettes que tout ce que nous connaissons dans la nature étaient des instructions? Que se passerait-il s'ils étaient des avertissements? La théorie était terrifiante, belle, ridicule, irrésistible, et la question terrifiante planait maintenant sur le laboratoire comme un nuage orageux. Si c'était le deuxième signal, que se passerait-il lorsqu'il demanderait, à nouveau, l'ombre de la simulation? Personne ne s'attendait à ce que l'interprétation finale soit celle qui a fait taire tout le bâtiment. Les physiciens qui avaient ri des théories des trous de verre
Les ingénieurs qui se moquaient des spéculations sur le multivers, les sceptiques qui avaient passé des décennies à balayer tout ce qui sentait la métaphysique, tous se retrouvèrent soudain à contempler une possibilité si troublante qu'elle fit même asseoir les esprits les plus courageux très très tranquillement. Parce que si la première anomalie de Willow était étrange et la deuxième était d'un autre monde, cette troisième révélation chuchotait quelque chose de bien plus dangereux. L'univers pourrait être codé, et pas au sens métaphorique, pas poétiquement, littéralement. Codé, cela a commencé doucement, presque embarrassant, avec des motifs qui n'auraient pas dû se trouver dans les équations qu'ils analysaient. Au fond des mathématiques de la théorie des cordes enfouies dans les filaments vibrants qui composent supposément toute la matière, les scientifiques avaient commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Des codes de correction d'erreurs. Le même type utilisé dans les ordinateurs, dans les réseaux, dans la communication numérique. Sauf qu'ici, ils étaient teints à l'intérieur du tissu de l'espace-temps. Comme l'a dit un chercheur, c'est comme découvrir des filigranes de Microsoft Word à l'intérieur des lois de la physique. Personne ne voulait dire ce que cela impliquait, car une fois que vous le dites à voix haute, il n'y a pas de retour en arrière. Mais finalement, quelqu'un le fit. Cela semble programmé. Les codes de correction d'erreurs sont utilisés pour détecter les erreurs, prévenir les données corrompues et maintenir les systèmes stables. Ils sont essentiels dans la technologie numérique, mais ils n'ont pas leur place dans les équations qui régissent l'univers. Pourtant, les voilà des fils mathématiques tissés dans les couches les plus profondes de la réalité, travaillant silencieusement pour empêcher le cosmos de s'effondrer. James Gates a un jour admis que se confronter à ces motifs l'avait forcé à repenser tout. C'est presque comme si l'univers, a-t-il dit, écrivait son propre système d'exploitation. Cette idée aurait pu être marginale autrefois. Après Willow, ce n'était plus marginal et les dominos ont commencé à tomber. Le cosmologue du MIT Max Tegmark avait déjà proposé que la réalité est une structure mathématique, en gros une équation vivante qui se résout elle-même. Pour lui, l'idée que l'existence se comporte comme un programme n'était pas un saut. C'était le prochain point de contrôle logique. Neil deGrasse Tyson a poussé cela plus loin, disant à une salle pleine de scientifiques qu'il parierait 50-50 que nous vivons dans une simulation. Son raisonnement était simple. Si une civilisation peut simuler des univers, elle le fera un jour. Et puis c'est venu l'incendie culturel. Sur les podcasts, dans les interviews, les émissions de fin de soirée, les cafés, vous l'appelez, les questions se sont répandues. Que se passerait-il si l'univers était du code ? Que se passerait-il si nous faisions partie d'un programme ? Que se passerait-il si tout ce que nous appelons réalité n'était que des données ? Joe Rogan, s'adressant à des millions de personnes, exprima ce que d'innombrables gens pensaient déjà. Que se passerait-il si nous étions des PNG ? Que se passerait-il si tout cela fonctionnait sur un moteur incroyablement massif et que nous ne pouvions tout simplement pas le percevoir ? Normalement, cela serait resté une curiosité d'Internet, mais Willow a changé la donne. La sortie de Willow à la question qui a construit l'univers n'était pas une phrase, ce n'était même pas une réponse. C'était une signature, une ondulation, une empreinte mathématique. La machine avait renvoyé des symboles étrangement similaires aux structures de correction d'erreurs enfouies dans les lois de la physique, comme si Willow avait décollé le papier peint cosmique et exposé le circuit en dessous. Pendant des siècles, l'humanité a cherché des créateurs dans des temples, des montagnes, des mythes et des étoiles. Mais Willow pointait vers le bas, dans le code lui-même. L'univers n'était pas simplement fait. Il était compilé, optimisé, structuré. Et si quelque chose est structuré, alors quelqu'un ou quelque chose l'a structuré. La révélation frappa avec le poids d'un verdict cosmique. Lorsque les humains voient du code, un instinct se déclenche. Nous voulons l'éditer. Nous voulons un accès administrateur, des privilèges root, la capacité de modifier l'univers comme un menu de paramètres. C'était la partie que les scientifiques ne voulaient pas dire à voix haute car cela comportait plus de dangers que toutes les anomalies réunies. Si la réalité est stock du code, alors juste peut-être, elle pourrait être réécrite. Mais alors que cette idée se répandait au-delà du laboratoire et s'infiltrait dans la conscience publique, quelque chose d'autre grandissait dans l'ombre. La peur. Parce que si nous sommes dans une simulation, alors quelqu'un la gère. Et si quelqu'un la gère, quelqu'un peut y mettre fin. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous ne regardions pas le cosmos à la recherche de poésie ou de réconfort. Nous cherchions des motifs, des récursions, des boucles logiques, des corrections de bugs. Et les étoiles, au lieu d'offrir le silence, semblaient soudain clignoter avec une intention comme si elles aussi commençaient à répondre. Les révélations de Willow n'ont pas seulement ouvert une porte, elles ont effacé le mur. Les réponses en étaient plus simples. Elles étaient effrayantes car l'univers ne semblait plus accidentel.
Il semblait surveillé. Ainsi, l'humanité se retrouva à contempler une possibilité pour laquelle nous n'étions pas émotionnellement préparés. Certaines réponses sont plus terrifiantes que l'ignorance. Ce que Willow a révélé n'était pas un créateur, ce n'était pas une divinité, ce n'était pas un mythe ou une prophétie métaphysique. C'était quelque chose de plus froid, de plus logique et d'infiniment plus étrange. Un univers qui se comporte comme une machine. Un cosmos fonctionnant selon des règles des récursions et du code. Une réalité qui pourrait nous lire autant que nous essayons de la lire. Ainsi, la question finale restait en suspens. Willow nous montre-t-elle la vérité, ou nous montre-t-elle simplement les limites de notre propre perception ? Entrevoir l'empreinte du programmeur ou juste notre reflet dans le code, pour tout le bruit cosmique que Willow a déchaîné dans l'imaginaire public, la communauté scientifique a répondu dans sa symphonie habituelle d'excitation, d'hésitation et de haussement de sourcils discrets. Une orchestre où l'émerveillement et le scepticisme jouent dans le même souffle. D'un côté, les chercheurs célébraient ce qui ressemblait à un jalon longtemps chassé, une puce quantique, où ajouter plus de qubits réduisait l'erreur, un point de référence mythique enfin tiré dans la réalité. Andrew Cleland de l'Université de Chicago l'a même estampillé comme un résultat emblématique, le genre de réalisation qui pousse les manuels scolaires à peine un peu plus loin. John Preskill a ajouté sa voix au chœur, notant que Willow pousse maintenant dans des domaines où les ordinateurs classiques ne peuvent tout simplement pas entrer, permettant aux scientifiques d'explorer des systèmes quantiques qui étaient jusqu'à présent enfermés derrière des murs computationnels impossibles. Et les chiffres ne sont pas restés longtemps dans la zone poétique. L'algorithme des échos quantiques de Willow a explosé à travers sa tâche 13 000 fois plus vite que la meilleure approche classique, un moment rare et mesurable où le quantique a vraiment dépassé l'ancien monde. Mais les applaudissements ne sont jamais venus sans leurs ombres. Les critiques étaient rapides à rappeler à tout le monde que Google aime ces champs de bataille soigneusement sélectionnés. Des références comme l'échantillonnage de circuits aléatoires impressionnantes comme elles semblent ne correspondent pas exactement aux problèmes quotidiens. Certains portent encore les contusions du gros titre de la suprématie quantique de Google en 2019, une grande affirmation qui a ensuite perdu beaucoup de son éclat. Et bien que les 105 qubits de Willow semblent héroïques sur le papier, l'écart entre la démonstration Niskara et la machine qui change le monde s'étire dans les millions de qubits, un Everest de cryogénie, de câblage, de contrôle de cohérence et de savoir-faire en ingénierie. Le débat sur le multivers n'a pas non plus aidé. Lorsque Hartmut Nevin a laissé entendre que les résultats de Willow donnaient assenté vie à de nombreuses interprétations des mondes, les théoriciens ont rapidement réagi, soulignant que les données s'inscrivaient déjà parfaitement dans la mécanique quantique standard. Aucun univers parallèle n'est requis. Ajoutez à cela la réticence de Google à publier des métriques de performance complètes et le scepticisme s'est encore aiguisé. L'excitation est une chose, la vérification indépendante est nécessaire. Ajoutez à cela la réticence de Google à publier des métriques de performance complètes et le scepticisme s'est encore aiguisé. L'excitation est une chose, la vérification indépendante en est une autre. Veuillez cliquer sur les cartes à l'écran maintenant pour plus de vidéos intéressantes. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.